Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voulez-vous, oui ou non, que les forces françaises déployées dans le Sahel y restent? Eh bien, cette question, ce n'est pas moi qui vous la pose, c'est le chef de l'État français qui la pose au président des pays membres du G5 Sahel. Oui, le 16 décembre prochain, Ibrahim Boubacar Keïta, Roch-Marc Christian Kaboré, Mahamadou Youssoufou du Niger, Idriss Déby Itno du Tchad et puis le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, devront se rendre à Pau. Pas le Pau PO à Saint-Circonflexe de la province de Naouri, mais Pau en France où ils sont invités par Emmanuel Macron pour répondre à cette interrogation. La forme, le fond et le ton de l'invitation d'Emmanuel Macron seront disséqués ce soir par nos invités autour de cette table. Ce sera le grand débat de cette info de ce 8 décembre. Mais avant, les autres temps forts de l'actualité de la semaine. Retour sur Actu. Voilà, et sur l'actualité de la semaine, il y a eu une cérémonie de décoration. Près de 200 personnes ont été distinguées. Parmi ces personnes, il y a des partis politiques de l'opposition, chose inhabituelle, qui ont été distingués. Le signe peut-être d'une réconciliation nationale en marche. Rémi Lambert-Lébier. Au nombre des 978 récipiendaires de ce 6 décembre 2019, des opérateurs économiques, des ministres, des diplomates, des forces de défense et de sécurité, mais aussi des visages, sinon un visage inattendu, celui de l'opposition. 4 partis issus de ces rangs, l'UPC, la NAFA, l'ADF-RDA et le CDP, sont distingués à travers leur président. C'est vrai, c'est une surprise pour moi et pour le parti, le CDP. Et à cet instant, j'ai une pensée pieuse à l'ensemble des civils, paysans et éleveurs, fauchés dans leurs champs. C'est pourquoi je leur dédie cette médaille de combativité. Qui sont morts, ils ne savent pas pourquoi ils le sont. J'ai ressenti un sentiment de légitime fierté par rapport à cette reconnaissance de la nation qui a été adressée à ma formation politique, l'ADF-RDA, pour sa contribution à l'animation de la vie politique, mais également aussi pour la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Nous l'avons accueilli comme étant la reconnaissance du travail que font les partis parlementaires membres de l'opposition. Et la lettre du président du Faso souligne bien que cette décoration donc, est donnée à ces 4 partis-là à travers leurs premiers responsables pour saluer et reconnaître leur travail dans le cadre de l'ancrage de la démocratie. Surprise, fierté, reconnaissance sont les premiers mots qui reviennent. Mais sans doute chacun de ces partis aura compris l'essentiel du message du grand maître des ordres. Derrière la médaille se cachent des signaux. Je vous dis la vérité, je ne fais pas de la politique. Mais qu'on décore le parti majoritaire ou des militants de l'opposition, cela relève, à mon sens, d'une objectivité et d'un courage que moi je salue. Il y a souvent des dénaturations de certaines vérités et tout, parce que nous avons aussi des extrémistes un peu dans tous les camps, mais l'essentiel, c'est que pour moi, chacun soit honnête avec lui-même, honnête avec son pays et qu'ensemble, nous construisions le pays. En acceptant ces distinctions, l'opposition se voit-elle désormais contrainte de jouer bas la terre? Mais il faut aussi dire que nous ne sommes pas dans une guerre de tranchées. Nous ne sommes pas une opposition rebelle, nous sommes une opposition républicaine qui porte un jugement sur l'action de ceux qui nous gouvernent. Lorsqu'il y a des choses qui sont bien et bonnes, elle le dit. Mais lorsqu'il y a aussi, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, des choses qui ne vont pas, elle ne manque pas l'occasion donc de les affirmer. Et ça a été comme ça hier, c'est comme ça aujourd'hui et ce sera comme ça demain. L'opposition restera républicaine selon son chef de file, mais elle n'aura pas été insensible à ce qui semble être une main tendue de la majorité. Et aujourd'hui, de penser aux formations de l'opposition indique certainement qu'il y a une volonté d'associer tous les fils de la nation à la construction de la nation et de reconnaître le travail qui est fait par chacun au poste où il se trouve. Ce qui est un élément fédérateur et nous pensons que c'est un début aussi du processus de réconciliation nationale où tout le monde pourra se sentir concerné par ce qui se fait au niveau de la nation. Nous avons été tantôt accusés hier d'être le soutien des terroristes par cette distinction.
Le président Roch-Marc Christian Kaboré vient de laver totalement le parti, le CDP, en reconnaissant que c'est un parti républicain. Le CDP, en tout cas, est prêt à faire des compromis sans compromission pour que nous puissions aller ensemble et combattre les terroristes qui frappent lâchement nos parents et que nous puissions donner la main et construire un Burkina fort et conquérant. Ces compromis commencent visiblement déjà au sein de certains partis de l'opposition eux-mêmes. Et peut-être que le calumet de la paix allumé sera fumé par l'ensemble de la classe politique burkinabé. L'autre temps fort de l'actualité de la semaine, c'était hier le congrès du CDP, le congrès qui vient après la médiation du père fondateur du parti dans la crise qui secoue le congrès pour la démocratie et le progrès. Eh bien, pour ce congrès, il y avait une question sur toutes les lèvres. Que sera-t-il décidé pour les personnes qui avaient été sanctionnées, suspendues ou exclues par le parti? Blaise Compaoré avait demandé que ces personnes soient réintégrées. Quelle a été la décision? Peut-être le congrès de la dernière chance, celle de rapprocher les positions de ceux qu'on pourrait appeler les frères adversaires du CDP. Après la médiation du père fondateur du congrès pour la démocratie et le progrès, ce congrès très attendu est amené à répondre à plusieurs questions. Premièrement, qu'a-t-il été décidé pour les militants qui avaient été suspendus ou exclus du parti? Les sanctions étaient totalement levées. Il y a eu un grand débat autour de ceux qui n'avaient pas encore n'ont fait que des désistements d'instance. Mais le Congrès a estimé qu'il faut leur tendre la main. Il faut leur montrer que le CDP a besoin de continuité et de cohésion. Et donc le Congrès a délibéré en disant de lever les sanctions. Deuxième question, qu'en est-il pour les militants qui avaient démissionné? La levée des sanctions a été faite pour les 27. Maintenant, ceux qui avaient démissionné vont faire une demande, ou ont déjà fait une demande d'adhésion ou de réintégration. Et le BEN avait déjà décidé d'accepter leur demande d'adhésion. Troisième question, comment va se faire le choix du candidat à l'élection présidentielle de 2020? Nous cherchons des consensus. Si on n'a pas de consensus, nous allons voter. Et donc, rassurez-vous, s'il y a plusieurs candidats aux élections présidentielles, nous ferons des primaires. Voilà. Des décisions qui font penser que l'apaisement est en train de revenir au CDP. Mais entre signer la paix et faire la paix, le chemin pourrait être encore très long. Tant les positions se sont radicalisées et les frustrations se sont multipliées, rendant les cicatrisations des blessures plus difficiles. Là sont les défis majeurs à relever avant les joutes électorales de 2020. Ce qui a également retenu l'attention cette semaine, c'est bien sûr le vote de la loi des finances exercice 2020. C'est un budget qui a été voté ce 5 décembre après près de 9 heures de discussion. En recette, il fait 2233 milliards de francs CFA et puis en défense, 518 milliards de francs CFA. C'est un budget donc déficitaire avec des priorités accordées bien entendu au secteur de la santé et surtout celui de la sécurité. A adopté. 0 contre 39 abstentions, 87 pour. La loi des finances exercice 2020 est adoptée ce 5 décembre par les 126 députés votants. C'est un budget de recettes estimé à plus de 2233 milliards de francs CFA et de dépenses évaluées à plus de 2518 milliards de francs CFA. Un budget donc déficitaire d'environ 3%. Autre caractéristique de ce budget, l'impact des secteurs de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Vous savez que nous sommes dans une situation à fort défi sécuritaire. Donc les tendances lourdes de ce budget, c'est d'abord comment prendre en charge le volet sécuritaire. Mais nous ne pouvons pas aussi négliger les autres secteurs. Et vous remarquez que dans ce budget, les secteurs liés au développement du capital humain, particulièrement l'éducation, aussi occupent une place prépondérante dans le cadre donc, de ce budget. Vous avez à peu près 30% de ce budget qui est affecté aux dépenses liées naturellement au renforcement, l'éducation, formation professionnelle, ainsi de suite. Mais le budget 2020 ne règle pas l'un des problèmes persistants et très inquiétants de l'économie burkinabé,
Le poids des dépenses de personnel, près de 900 milliards de francs CFA, portant les dépenses courantes à plus de 1600 milliards de francs CFA, soit 65% du budget. Force est de constater que le niveau des dépenses courantes croît de plus en plus, croît plus vite que celui des recettes propres du fait de l'incidence financière des engagements que le gouvernement a signés ces dernières années avec les partenaires sociaux dans le cadre des différentes revendications sociales. Au cours des débats de cette séance plénière, plusieurs sujets brûlants ont retenu l'attention, notamment la situation des taxes sur les billets d'avion, l'impôt sur les propriétés bâties et non bâties avec en toile de fond, l'épineuse question du cadastre fiscal et les restes à recouvrer. Voilà, et place maintenant au débat de ce 7 Info. Le sujet, vous le savez, il a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette invitation lancée par le président français Emmanuel Macron aux chefs d'État des 5 pays membres du G5 Sahel. Ils sont invités à Pau en France pour répondre à la question « Est-ce que vous voulez que les forces armées françaises qui sont dans la région du Sahel y demeurent ?» Eh bien, nous faisons le débat ce soir autour de la table. 2 personnes. Il y a monsieur Louis-Dominique Ouedraogo, qui est ancien ambassadeur, ancien fonctionnaire international des Nations Unies. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes très à l'aise sur les sujets diplomatiques. Vous avez été ambassadeur du Burkina Faso au Canada, notamment. Exact. Voilà. Et puis, à ma gauche, Rasmane Kemtega, de la CGTB, il est chargé de l'organisation, de l'information et puis de la propagande de la Confédération Générale du Travail du Burkina Faso. Monsieur Rasmane, bonsoir. Bonsoir. Une de vos marches a été réprimée, on se souvient, une marche qui était contre l'impérialisme au Burkina Faso. Tout à fait. Voilà, vous vous souvenez de cette journée-là? C'était le 16 septembre le 16 2019. Et quelques mois après, le 16 décembre, les chefs d'État, c'est quand même drôle que les dates se croisent. Voilà, le président français, je vous le disais, invite 5 chefs d'État du G5 Sahel à se rendre en France pour répondre à sa question. Est-ce que vous voulez que les forces armées françaises restent dans la région du Sahel? On écoute Emmanuel Macron qui donne les raisons pour lesquelles il invite les chefs d'État africains en France. D'une clarté. Il y a des chefs d'État et de gouvernement, au moment où nous nous parlons, compte tenu de ce que nous avons vécu, je considère qu'ils nous doivent la clarté et le fait qu'ils nous demandent d'être là et qu'ils l'assument. Parce que la France n'est pas là avec, comme j'ai pu parfois l'entendre, des visées néocoloniales, impérialistes ou des finalités économiques. On est là pour la sécurité collective de la région et la nôtre. Il faut que ce cadre soit clair et assumé par tout le monde. Et tout le monde s'en portera mieux et chacun aura à traiter les ambiguïtés qui existent chez lui. Pour le moment, ça n'est pas suffisamment le cas. Et je l'ai dit, c'est une condition nécessaire. Donc pour le moment, dans les tête-à-tête que j'ai eus avec chacun de ces chefs d'État et de gouvernement, ils ont toujours été clairs avec moi. J'ai besoin qu'ils l'affirment politiquement, dans leur pays, avec leur parlement ou leur système politique, selon d'ailleurs les institutions qui existent, et devant leurs opinions publiques. Qu'on puisse le réaffirmer ensemble, et sur cette base, nous pourrons avancer. Je l'ai dit, c'est une condition nécessaire. Je ne suis pas au temps de la menace, mais je dis que j'en tirerai les conséquences si ces conditions ne sont pas remplies. J'ai besoin de ces clarifications pour continuer à maintenir la présence française. Voilà Emmanuel Macron qui tenait ses propos en marge d'une réunion de l'OTAN, c'était en Grande-Bretagne. Monsieur Louis-Dominique Ouedraogo, vous qui avez été ambassadeur et qui connaissez les règles diplomatiques, l'invitation, la forme dans laquelle elle a été lancée, est-ce qu'elle est caution à débat? Écoutez, d'abord je dois dire que j'ai accepté de venir pas en tant qu'ambassadeur ou en tant qu'ancien fonctionnaire international, ce que j'ai été effectivement, mais parce que, comme je le dis parfois, je me sens comme étant un tirailleur autoproclamé qui est soucieux de ce que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont apporté comme contribution pour libérer la France au cours des 2 guerres mondiales, 14-18 et 39-45. Et naturellement, en tant que citoyen, je peux avoir mon opinion, mais je tiens à dire clairement que je ne parle pas en tant qu'ambassadeur, ni en tant que fonctionnaire international. Alors, je pense qu'il est peut-être utile aussi d'avoir à l'esprit
tous les éléments du dossier. Je m'explique. Là, vous avez passé un élément. J'ai cru comprendre en écoutant certains de vos collègues il y a quelques jours, y compris hier, que le président français aurait en fait saisi ses collègues africains de cette nécessité de se réunir pour clarifier les choses avant cette interview. Je sais que c'est passé sur RFI hier, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est bon de le savoir si c'est vrai, avant de se prononcer sur la manière dont c'est fait. J'ai cru comprendre également que c'est suite à une interview, donc question posée par un journaliste sur ce point particulier, que cette réponse a été donnée. Alors, vous savez, moi je pense que dans les relations entre États, il est important parfois de laisser parler les diplomates. Je ne prêche pas pour ma paroisse, parce que je suis un retraité, mais je constate que dans le monde d'aujourd'hui, on a un peu le sentiment que la politique se mène par les réseaux sociaux, se mène par des tweets, et vous en connaissez un des chefs d'État qui est un spécialiste des tweets, au point où les diplomates traditionnels ont un peu le sentiment que ce n'est plus par eux que les choses se passent et ils ne sont plus les intermédiaires des relations entre gouvernements. Alors, sur ce point particulier, qu'il y ait eu un besoin de clarification, cela, je pense que tout le monde en convient. Parce que si on tient compte de déclarations, pas uniquement de citoyens, parce que je pense qu'à ce niveau, personne ne peut reprocher à n'importe lequel d'entre nous d'avoir son opinion sur les différents événements qui nous concernent. Mais si l'on tient compte de déclarations venant d'hommes publics, qu'on se retrouve dans un contexte où, effectivement, et chez nous, et en France, il y a des voix qui se posent la question de savoir si la présence de troupes françaises est nécessaire au Sahel. Effectivement, les dirigeants eux-mêmes se sentent interpellés pour dire, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Est-ce qu'on a besoin de vous? Et si on n'a pas besoin de vous, il faut revenir. Je citerai pour exemple la prise de position de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, qui, à propos de cette affaire, a estimé que il faut ramener les troupes françaises en France. Alors, ça paraît populaire, parce que ça répond à une certaine demande. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous, Mali, Burkina, Mauritanie, Niger, Tchad, nous avons sollicité la présence de troupes françaises? Je pense que la réponse est oui. Est-ce que nous souhaitons le maintien de ces troupes? Ce que je peux en dire à partir des déclarations des différents chefs d'État, c'est que la réponse est oui. Alors maintenant, si il y a des hommes et des femmes politiques qui, à titre personnel, ont cru bon d'avoir un point de vue différent de ce que dit leur chef d'État, effectivement, le besoin de clarification semble poser. Ceci étant, pour ce qui est de la forme, puisque c'est ce que vous voulez savoir. La forme, voilà, tout à fait. Alors, pour ce qui est de la forme, là aussi, c'est l'ancien diplomate qui parle. Moi, je pense qu'il eût été préférable que ce genre de clarification, certes, soit demandé, mais que ça ne fasse pas nécessairement l'objet d'une présentation qui donne l'impression, à tort ou à raison, certains ont parlé de convocation. Macron a bien dit invitation. Bon, mais vous avez dû lire certains de vos confrères qui parlent de convocation. Certains se sont demandé si besoin de clarification il y a. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible que cette rencontre se fasse en terre africaine? Ce sont des questions qui sont effectivement valables, mais qui sont légitimes et que effectivement, on doit se poser. Alors, voilà. Sur la forme, on revient à vous tout à l'heure, on va évoluer progressivement et on va aller sur le fond, le ton. Sur la forme, Rasmané,
Est-ce que la forme sur laquelle l'invitation a été lancée en conférence de presse, est-ce que cette manière de faire là peut choquer? Alors, chez nous, je crois que c'est la confirmation que la France, après justement les indépendances formelles, continue de se considérer comme le maître. C'est suffisamment grave pour des États dits indépendants. Comprenez-nous et acceptez qu'il est inconcevable que la France convoque des présidents américains de la même manière, convoque des présidents asiatiques de la même manière. Si nous sommes des États indépendants, si nos présidents en valent quelque chose aux yeux du président français, il me semble, je ne suis pas diplomate moi, mais j'estime, et beaucoup de diplomates l'ont dit, les anciens ambassadeurs du Mali ont écrit, ils ont estimé que dans la forme, c'est indécent qu'un président français, à la limite, ce n'est pas lui qui va payer les frais de mission pour aller en France pour cette activité-là. Il est important qu'on tienne compte. Si nous sommes un État indépendant, il faut nous respecter. Mais nous ne sommes pas surpris. Parce que vous savez que nous sommes les premiers à dire qu'en Afrique, nous avons des valets locaux qui servent aux intérêts de la métropole. Et donc, convoquer des sous-préfets pour qu'ils viennent répondre, c'est normal. Parce que le maître a l'habitude de le faire. Peut-être que la chance que nous avons eue aujourd'hui, Macron a eu le courage de le dire haut, c'est que les autres présidents, et tous en France, depuis Mitterrand, avec le discours de la boule jusqu'à aujourd'hui, la France a toujours fonctionné comme ça. Macron a eu le courage de le dire ouvertement. Et malheureusement pour Macron, la jeunesse africaine et les peuples africains ont aujourd'hui évolué et veulent prendre effectivement leurs responsabilités parce qu'ils ont compris que les élections ne servent pas à grand chose si ce n'est que permettre un passerelle pour installer ceux que la métropole veut au pouvoir. Et c'est ça que nous avons vécu avec le discours de Macron. Monsieur Ouédraogo. Écoutez, ça c'est un type de discours auquel moi je ne suis pas, disons, familier ou disons, preneur. Le président français ne convoquera pas le président américain tout simplement parce que dans le contexte actuel, il n'y a pas de troupes françaises qui sont aux États-Unis et pour lesquelles on se demande si elles doivent y être ou pas. Idem pour l'Asie. Bon, alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, si je comprends ce discours, c'est qu'à la limite, on est reconnaissant au président Macron d'avoir osé dire clairement ce que d'autres n'ont pas dit clairement. Bon, ça peut être aussi un point de vue. Et puis, troisième point, moi je ne suis pas politique, mais je me dis que quand on dit valets locaux de l'impérialisme, ces valets-là, c'est vous qui les avez élus. J'imagine que vous avez participé aux différentes élections qui ont eu lieu dans ce pays. Si vous avez élu des valets locaux, peut-être qu'il aurait fallu choisir d'autres personnes. Dans ces conditions-là, je crois qu'il est difficile de tenir un discours qui semble dire d'un côté qu'il y a des valets locaux qui sont au pouvoir dans nos pays, alors même que nous avons participé à leur arrivée au pouvoir. Moi, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau. C'est une question de point de vue. Tout à fait. On va revenir sur l'invitation d'Emmanuel Macron, surtout sur la réponse que devraient avoir les chefs d'État africains. On a entendu beaucoup de personnes demander aux chefs d'État de ne pas partir, est-ce qu'ils vont y aller? Eh bien, Roch-Marc Christian Kabore, le président du Burkina, lui, a répondu à la question. On l'écoute, Roch-Marc Christian Kabore. Je pense que nous avons été invités à discuter. Lorsque nous aurons fait discuter, je vous dirai donc notre point de vue sur cette question-là. En tout état de cause, je voudrais dire qu'il est certain que de part et d'autre, nous avons des choses à clarifier dans nos relations. Et de ce point de vue-là, je ne vais pas m'hasarder à répondre à un contenu dont je n'ai pas encore la quintessence. Voilà, on vient d'entendre Roch-Marc Christian Kabore Rasmané qui dit qu'il répond à l'invitation d'Emmanuel Macron, qu'il va s'y rendre pour justement que les choses soient claires sur la présence, oui ou non, des troupes françaises dans la région du Sahel. Vous comprenez que le chef de l'État burkinabé accepte d'aller en France malgré le ton ou la forme sur laquelle l'invitation a été lancée? Déjà, il faut préciser que le président du Faso est clair. Il vient de l'apprendre. Il vient de l'apprendre. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu l'information avant que Macron ne s'exprime au niveau de la presse.
C'est important. Alors, je suis d'accord que certains médias tentent de recadrer le président français parce qu'aujourd'hui, même Macron sait que la forme n'y est pas. On tente de le recadrer et on utilise les médias qu'on a à notre sol pour faire passer ce message, pour dire qu'il se pourrait que l'information ait déjà été envoyée au chef d'État avant que Macron ne s'exprime. Mais la réalité, là, c'est que les présidents ne l'avaient pas, cette information. Parce que de toute façon, soit c'est Macron qui dit la vérité, ou bien c'est notre chef d'État qui ne dit pas la vérité. Parce que si les médias disent la vérité, c'est que le chef d'État n'a pas dit la vérité. Et moi, je n'ai aucune raison de douter que le président du Faso a dit la vérité. Parce qu'il a dit, on vient de l'apprendre, mais nous allons y aller, on va y aller, et puis pour qu'on puisse se parler franchement. Alors, j'estime, voilà, il a pris l'invitation, à la limite, c'est comme si c'est le journaliste qui l'informe. On l'a appris comme tout le monde, mais on va y aller. OK, c'est le point de vue du chef de l'État, ce n'est pas notre point de vue. Maintenant, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut évoquer. Pour nous, si on demande est-ce que le chef de l'État devrait aller ou pas, je ne suis pas le chef de l'État, ce sont quand même ses prérogatives en tant que chef de l'État. Seulement, il doit avoir l'esprit qu'il a prêté serment de défendre les intérêts du Burkina Faso, de défendre effectivement notre constitution, notamment l'article 32, je pense, qui est clair sur la question de la souveraineté de notre État, qui n'est pas discutable. Avoir des forces armées étrangères sur notre sol est une aliénation, peu importe les conditions. C'est vrai, si aujourd'hui, en 2019, la France, nous avons toujours besoin qu'il y ait des troupes françaises en Afrique, c'est parce que justement, les difficultés que nous avons dans nos armées, là, la même France en est responsable pour beaucoup. Pour la seule raison que depuis 1960 que le Burkina Faso est indépendant, tout ce que nous avons comme force de l'ordre, tout ce que nous avons comme hiérarchie militaire ont été formés en France. Ils en sont aussi responsables que nos dirigeants. C'est assez suffisamment clair. Lorsqu'en septembre, nous organisons des activités pour protester contre effectivement la présence des forces armées militaires, parce qu'après analyse, ce n'est pas un fait hasard. Nous avons fait l'analyse et nous sommes arrivés à la conclusion que ces forces-là, à la limite, constituent même un de nos problèmes. Parce qu'ils sont là. Et depuis qu'ils sont arrivés, la situation ne fait que s'empirer. Nos forces de l'ordre se sont exprimées. Ils ont dit clairement que leur problème, c'est un problème de matériel. Alors, est-ce que si la France est vraiment un allié, un ami, on vous exprime nos besoins, donnez-nous ce dont nous avons besoin si vous êtes vraiment un ami qui veut nous aider. La France propose de nous envoyer des soldats au sol. Nous n'avons jamais demandé ça. Et donc, si la question là, on est clair, le Burkina Faso n'a pas besoin d'une force étrangère sur le sol. La preuve en est qu'ils sont au Mali, mais Kidal jusqu'aujourd'hui est occupé. Il faut clarifier ces positions-là et c'est important. Vous parlez de clarifier, justement, écoutez, M. Ouedraogo. Je crois que vous détenez une information que probablement beaucoup d'entre nous n'avons pas. Quand vous dites que nos forces de défense n'ont pas demandé la présence de troupes françaises, moi j'avoue que je n'en sais rien. Je sais simplement que le chef de l'État est le chef suprême des armées. Je sais également qu'en tant que chef suprême des armées, je présume qu'il écoute son chef d'état-major général des forces armées et que si on ne voulait pas de la présence de troupes françaises, ma foi, ça se dit. Or, je crois savoir, sous toute réserve, puisque je ne suis plus en activité, que la présence de ces troupes relève d'accords passés avec le gouvernement français, ce que le ministre des Affaires étrangères a dit dimanche dernier à Radio Omega, je crois. On va écouter Alpha Bari. Voilà, c'est ça. On va écouter donc vous avez une information que nous n'avons pas. Voilà. On va écouter Alpha Bari et puis on revient. Ben oui, ici, les troupes françaises qui sont au Burkina sont ici sur la base d'un accord. Il y a eu des discussions à l'Assemblée nationale en 2010 sur l'arrivée des forces spéciales françaises ici. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est fait en vase clos. Il y a eu des échanges à l'Assemblée nationale, il y a eu débat à l'Assemblée nationale et il y a eu un accord par la suite qui a été signé en janvier 2015 sous le gouvernement de la transition. Donc, ça a été autorisé par le président Kafando et le premier ministre Zida. Et cet accord a été signé en janvier 2015 et c'est cet accord que nous avons donc renouvelé en le modifiant parce qu'il y avait certaines clauses qui n'étaient pas du tout bonnes. Non, mais l'accord est secret, donc je ne peux pas vous en dire plus.
Et en tout cas, nous avons revu l'accord et il a été renouvelé en décembre 2018, c'est-à-dire il y a à peu près un an. Il a été signé à l'occasion de la visite du président du Faso à Paris. Voilà, Alpha Barry qui s'exprimait sur la radio Omega FM, c'était le dimanche dernier. Voilà, c'est clair qu'il y a des accords. Alors, M. Ouedraogo, oui. La question qu'on pose, Emmanuel Macron n'a-t-il pas raison de demander que la situation soit clarifiée? Parce qu'avant Alpha Barry, il y a le ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, Rémi Fugen-Danguinou, qui disait que la même France qui nous empêche le Burkina de défendre le territoire national, c'est cette même France qui peint le drapeau burkinabé en rouge. Quand dans le même gouvernement, deux ministres tiennent des discours aussi contradictoires, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas raison de demander qu'on vienne clarifier la situation? Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Le pays qui est peint en rouge, il n'y a pas tout à fait un lien avec des prises de position sur la présence des forces françaises ici. Moi, je peux vous dire une chose, pour ce que je sais, parce que lui, il semble avoir plus d'informations que moi, j'ai été secrétaire général du ministère des Affaires étrangères en 1983. J'ai été en fait le premier, sous le CNR, à être nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Quand le CNR est arrivé au pouvoir, nous étions le seul pays en Afrique francophone qui n'avait pas révisé les accords d'avril 1961 avec la France. On était le seul. Et le président Sankara a tenu à ce qu'on procède à la révision des accords avec la France. J'ai eu personnellement à présider la commission mixte France-Haute-Volta à l'époque, puisqu'on n'était pas encore Burkina Faso, pour la révision des accords. Alors, j'entends souvent dire que oui, sous Maurice Yamego, on a décidé de ne pas avoir la présence de troupes françaises sur notre sol. C'est vrai, mais la vérité aussi, c'est qu'il y a toujours eu un accord de défense entre la France et la Haute-Volta. Et que cet accord-là, on a cherché à le réviser en 1983. Et si j'en crois le ministre Barry, les accords actuels ont été discutés au Parlement. Alors, s'il y en a au sein de ces syndicats qui ont des informations plus précises, enfin, moi, je peux dire ce que je sais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la nécessité de clarification peut venir du fait qu'il peut y avoir malentendu sur la façon d'exécuter ces accords. Et je crois comprendre, d'après différentes déclarations faites et par le chef de l'État chez nous et par les ministres concernés, que la présence actuelle de troupes françaises dans le cadre de cette guerre qu'on nous impose ne résulte pas d'une décision de la France de débarquer des troupes ici sans préavis, mais résulte d'une réponse à une demande faite par nos autorités. Alors, une fois de plus, il semble y avoir des gens qui ont des informations plus poussées. C'est le cas de celui qui parle autour de cette table. Monsieur Rasmani. Voilà. Alors, moi, je peux vous dire ce que je sais. Maintenant, si effectivement nous ne souhaitons pas la présence de troupes françaises, mais je suis sûr que répondant à une demande d'une partie de l'opinion française qui consiste à dire mais on ne va pas envoyer nos maris, nos enfants se faire tuer dans une zone où on ne va pas, où est notre intérêt, il faut les ramener. D'où la nécessité de la clarification. J'ajouterais que, imaginez que le seul fait qu'il y ait des troupes étrangères sur notre sol est une atteinte à notre souveraineté, moi je vous dirais qu'il y a des troupes burkinabées qui sont au Mali aujourd'hui. Vous croyez que c'est par impérialisme que nous envoyons nos soldats au Mali? Et ailleurs, il y a des troupes burkinabées qui sont dans des opérations de maintien de la paix. Et ça, c'est un secteur que je connais un peu, pour avoir été fonctionnaire international. Vous croyez que c'est par impérialisme que le Burkina envoie des hommes se faire tuer ailleurs? Je ne crois pas. Notre présence au Mali se fait dans un cadre bien précis. Je pense que cette présence est une façon pour nous de montrer une solidarité avec le Mali. Et je dirais aussi, c'est une façon, et je crois que le ministre Barry l'a également dit, c'est un peu une avant-garde
face à une guerre qui ne vient pas de chez nous, qui vient d'ailleurs. Alors, dans ces conditions, le fond du problème, il y a des discours qui disent, dès lors qu'il y a des troupes étrangères, c'est une atteinte à notre souveraineté. Ben, moi, je ferais remarquer que quand la France était en guerre, ce n'est pas uniquement les troupes africaines qui étaient là. Hein. Il y avait les Américains, il y avait les Canadiens, il y avait les Australiens. Le général de Gaulle, malgré ce qu'il estime être sa vision de la France, a accepté cette présence en son temps. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème chez nous, c'est probablement un problème de matériel, c'est probablement un problème de personnel, formé ou à former, mais je dis le meilleur qui soit à même d'exprimer nos besoins, ben ça reste encore nos forces de défense et de sécurité et, à travers elles, le chef d'état-major général des forces armées burkinabè. Est-ce qu'il s'est exprimé autrement sur la base d'informations que lui, il détient? Ça, je n'en sais rien. Alors, okay. Asmane, sur le besoin de clarification d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Alors, nous sommes clairs là-dessus. Hein. On n'a pas forcément besoin d'aller à Pau pour clarifier nos positions si tel est que l'accord est suffisant. PAU, hein. Oui, je sais. Si tel est que l'accord de défense est clair. Vous savez, quand les choses sont claires, les mots pour le dire arrivent aisément. J'ai écouté le ministre Barry. Il dit que les négociations ont commencé en 2010. Ça a été discuté à l'Assemblée nationale. Mais on n'a pas signé. C'est en 2015 qu'on a signé. Pourquoi on n'a pas signé? Pourquoi on a discuté en 2010 et qu'on a attendu 2015 sous la transition pour signer? Il y a un problème. Est-ce que les députés en 2010 avaient estimé que l'accord n'était pas bon et qu'ils ont refusé de le signer? Ou bien pourquoi on a discuté clos en 2010 et qu'on attend 2015 pour signer? Je pense que cet argument a été juste utilisé pour dire ce n'est pas nous qui avons commencé à négocier, c'est depuis 2010 que les gens ont commencé à négocier. Mais nous, on ne rentre pas dans ce débat. L'État est une continuité. Si les gens ont commencé les négociations en 2010, on a signé en 2015, ça a été révisé en 2018. Vous savez, cette information, nous l'avons eu quand? Nous l'avons eu quand on a mené un débat sur une chaîne de vos confrères avec l'ambassadeur actuel de la France, qui nous a dit que l'accord que nous avons là, qui date de 2015, là, est dépassé, et que l'accord a été renégocié en 2018 par la demande de la France. Il a été clair, à notre demande, pour nous permettre de nous pour permettre aux troupes françaises de stationner sur notre territoire, parce que le premier accord de 2015 ne leur permettait pas de stationner comme il veut sur notre territoire national. Mais aussi, pour continuer, vous avez vu la lettre du chef d'état-major de l'armée qui adressait ça aux différentes ambassades, notamment l'ambassadeur, l'attaché militaire de l'ambassade de France, pour dire qu'il y a des aérodromes, des aéronefs qui survolent notre territoire et qu'ils veulent des clarifications et qu'ils informent que désormais, si ces aéronefs survolent notre territoire sans information préalable, seront traités comme tels, comme effectivement des avions ennemis. Il y a quand même un certain nombre d'éléments. Maintenant, pour tout le respect que je dois aux grands frères, nous sommes tous au Burkina, nous vivons au Burkina, les réalités là, il ne faut pas les occulter. Je suis d'accord qu'on parle comme des diplomates, mais lorsque celui qui est en face de vous dit les choses, pour parler comme les Ivoiriens, quand on vous dit les bouets, il faut avoir le courage aussi de dire la vérité aux gens. Vers la fin, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'on a mis dans les accords, il dit comme c'est secret, il ne peut pas révéler. Alors, un accord qui a été discuté à l'Assemblée nationale, et finalement, en tant que ministre des Affaires étrangères, vous n'êtes pas à mesure de le dire aux Burkinabés, vous dites que c'est un secret. Ah bon, ce n'est quand même pas un secret militaire, les accords. Si ça a été discuté à l'Assemblée nationale, c'est que c'est public, parce que c'est quand même les représentants de notre peuple. J'ai dit à l'ambassadeur de France qu'en France, ça ne se fait pas comme ça. Macron n'a pas la possibilité de le faire. Le chef de l'État est le chef suprême de l'armée, parce qu'il a été élu par les Burkinabés comme chef de l'État, mais avant de prendre fonction, il a prêté serment. Il doit tenir compte de son serment. Quand on a écrit dans notre constitution que la souveraineté de notre État n'est pas négociable, tout le monde a accepté, puisque la constitution a également été votée par ce même peuple-là. Mais parmi les éléments de notre souveraineté, il y a effectivement la question donc de la souveraineté militaire. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, quand la France a été occupée militairement, la France n'existait même plus, cher grand frère. Puisque la France avait été occupée par l'Allemagne nazie. Et la communauté internationale
De Gaulle a organisé la résistance, il me semble que ce n'est pas en France qu'il a organisé ça. Depuis son appel a été lancé en Angleterre. C'est important de le dire. Mais c'est la communauté internationale qui a défendu la France. Nous avons l'ONU qu'on avait mis en place, qui a effectivement la possibilité, la plupart des attaques, la plupart des forces qui vont sur les champs de bataille, là, quand je suis mandat onusien, ce n'est pas la même chose que quand un État, d'ailleurs, nous avons des documents écrits par des Français, notamment le document de Raphaël Granvaux, que fait l'armée française en Afrique. Ce document a été écrit par un Français. Il estime qu'au jour d'aujourd'hui, avec récemment, parce que lui il a écrit son livre en 2009, récemment la présence, je crois, des Russes en Afrique et en Centrafrique, mais avant ça, la France est le seul pays d'Europe qui a eu le privilège d'avoir des soldats sur mandat français sur nos sols. La France est le seul pays à avoir des bases en Afrique. Et quand vous lisez ce document-là, mais c'est accablant. Il dit clairement que ces forces-là sont là pour assurer les intérêts français, pour assurer les intérêts de la France. Et encore, quand on me dit qu'il faut accepter parce que nous sommes incapables, il faut accepter qu'un pays comme la France assure notre sécurité, alors même que tout le monde sait quelle est l'origine donc du terrorisme en Afrique. Et pour nous, la question est claire, les Africains doivent effectivement se défendre si tel est que nous sommes un État indépendant. Monsieur Ouedraogo. D'abord, je tiens quand même à clarifier quelque chose. L'ONU n'existait pas en 1939-1945, je pense que vous savez ça au moins. Donc, des forces intervenant en France sous mandat ONU. L'ONU a été créée par la charte de San Francisco après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle n'existait pas à l'époque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que quelque part, cette vision d'une intervention sous chapeau des Nations Unies, je sais qu'effectivement, il y a en Afrique un certain nombre de chefs d'État, et je pense que c'est la position de nos chefs d'État au Sahel et au niveau de l'Afrique, c'est que cette situation au Sahel soit l'objet d'une mise en œuvre d'une intervention sous chapitre 7 de la charte. Le seul problème, c'est que le chapitre 7, pour le mettre en œuvre, il faut qu'il y ait les membres permanents du Conseil de sécurité qui acceptent de le faire. Le chapitre 7 dépend de ce qui peut sortir du comité des chefs d'état-major des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et comme vous le savez peut-être, il se trouve que parmi les 5 membres permanents, il y en a au moins un qui manifestement n'est pas pour le multilatéralisme, qui a clairement dit, y compris chez nous, qu'il préfère traiter en bilatéral avec nos États dans la crise sahélienne. C'est son choix, mais effectivement, il aurait été préférable pour nous que ce qui se passe chez nous en termes de présence de troupes étrangères se fasse sous chapitre 7 de la charte de l'ONU. Ce n'est pas le cas. Alors, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Des troupes africaines, ça aussi, ce serait une bonne chose. Mais pour l'instant, moi, je ne vois rien venir de l'Union africaine qui soit à la hauteur de nos souhaits. Je vois des prises de position au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA, mais manifestement, comme le ministre Barry a eu à le dire, entre les déclarations d'intention et le déblocage des fonds, il y a un hiatus qui ne me surprend pas beaucoup, parce que ça a toujours été comme ça. Compte tenu de cela, si l'idée est de dire que le président Roch ne devrait pas décider, pour ce qui le concerne, d'aller à cette réunion à Pau, enfin, ça peut être une question de point de vue. Le point sur lequel je serais en partie d'accord avec vous, c'est que cette clarification, il n'est pas absolument nécessaire, de mon point de vue, de le faire en réunion à 5 ou à 6. On peut imaginer que la clarification puisse se faire de gouvernement à gouvernement ou entre la France et le G5 Sahel par échange de lettres, par la voie diplomatique. Donc, maintenant qu'on ait choisi une réunion et que un chef d'État ou tous les chefs d'État décident d'y aller, ça c'est leur choix.
Mais ce que Emmanuel Macron dénonce ici, dans son discours, on l'a entendu, il dit que quand il parle avec les chefs d'État africains, les choses sont claires. Ils sont d'accord pour que les forces françaises soient d'Afrique. Le problème, c'est de l'assumer devant les opinions publiques, comme les organisations de la société civile. Et vous avez remarqué, M. Ouedraogo, je vous pose la question, entre les positions des dirigeants de ces pays du G5 Sahel et leur population, on l'a vu au Mali, on le voit aussi au Burkina, dans plusieurs pays du G5 Sahel, on a l'impression qu'il y a une certaine différence entre ce que les populations veulent et ce que les dirigeants veulent concernant la présence des forces françaises. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation-là? Écoutez, moi je constate une chose, je ne me souviens pas avoir entendu un seul chef d'État du G5 Sahel qui ait dit publiquement qu'il ne souhaitait pas la présence de troupes françaises de l'opération Barkhane. J'en connais pas un seul. Peut-être que vous en connaissez. Non, c'est que j'ai dit. Maintenant, que le président Macron ait estimé, oui. Je précise la question. Oui. Le président Macron dit que c'est clair avec les chefs d'État qui lui disent clairement qu'ils sont d'accord que les troupes françaises soient en Afrique. Le problème, c'est qu'il n'assume pas devant les populations. Il n'assume pas. Alors ça, sur ce point, je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord avec lui. Vous ne voulez quand même pas que le président Roch sorte tous les soirs à la radio pour dire je souhaite que les troupes françaises soient ici. Il a pris une position, il a signé des accords, chacun est au courant de ce qui est fait. Non. Si. C'est secret. Quand vous entendez nos forces de défense dire qu'on est intervenu dans telle partie du pays et qu'on a bénéficié de soutien aérien de Barkhane, mais c'est à leur demande, j'imagine. Quel est donc ce besoin de clarification? Alors, donc, le besoin de clarification, si vous voulez, c'est peut-être ce qui pose problème, c'est que est-ce que le fait que vous, prenant la position que vous prenez aujourd'hui, ça engage le président du Faso? Vous avez donné votre point de vue en tant que citoyen. Je ne vois pas en vertu de quoi vous n'avez pas le droit de donner votre point de vue, mais je ne vois pas non plus en vertu de quoi, chaque fois que vous exprimerez un point de vue différent, il faut que le ministre des Affaires étrangères ou le chef de l'État passe à la radio pour dire « mais je conteste ce que vous avez dit ». Je pense que dans les relations entre États, ça se fait par des canaux. Moi, le canal que je connais le mieux, c'est celui de la diplomatie. Il y a d'autres canaux, effectivement, qui peuvent être explorés, mais ce qui est certain, c'est que si d'un côté, on sent ce besoin de clarification, c'est peut-être que au sein même du sérail politique dans nos pays, il y a des prises de position qui ne sont pas en synchronisation avec celles officiellement présentées par nos chefs d'État. Ça me paraît assez clair. Une chose est sûre, je pense que la situation que nous vivons au Sahel résulte de ce qui s'est fait dans le passé. Nos ministres, nos chefs d'État ont souvent dit que la déstabilisation de la Libye est à la source de ce qui nous arrive, et je pense que personne ne le conteste. Maintenant, nous sommes dans une situation où, que faut-il faire? Alors, il y a ceux qui disent, on bombe le torse, on a besoin de personne, on peut y aller. C'est possible. Malheureusement, ils ne sont pas chefs d'état-major, et peut-être que c'est tant mieux pour nous qu'ils ne le soient pas. Bon, ils ont toujours la possibilité de dire, puisque nous avons des élections l'année prochaine, eh bien, nous, je sais que d'ici l'année prochaine, ce problème ne sera pas résolu. Tout à fait. Malheureusement. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent faire mieux, mais ils ont une opportunité en or pour aller devant la population burkinabé en disant, moi, ce problème, je peux le régler de telle manière. Et puis, ben voilà. Ceci étant, je pense que vous ne pouvez pas, d'un côté, dire, nous avons simplement besoin de matériel. Ce matériel, pour l'utiliser, il faut former les gens qui peuvent le faire. Je pense que dans notre situation actuelle, on a certainement besoin, quelle que soit la façon dont nous engageons nos troupes, d'un appui aérien. Nous en disposons peut-être. Est-ce suffisant? J'en doute. Mais fondamentalement, vous savez, il ne suffit pas d'avoir des avions. Encore faut-il que les pilotes, vous les ayez formés. Nos pilotes, on a arrêté d'en former depuis un certain nombre d'années.
Combien? Autour de combien d'années? Moi, vous savez, vous vous rappelez qu'à un moment donné, on nous parlait d'avions, je ne sais pas quelle marque c'était, on n'en a plus entendu parler. Deuxièmement, des avions, ça s'entretient. Est-ce que nous les avons entretenus au fil des années? Je n'en sais rien. Ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais si vous voulez assurer votre sécurité, il faut savoir mettre l'argent où il est nécessaire de le faire pour assurer cette sécurité. Alors, vous en venez à la question de fond. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays du G5 Sahel, et notamment le Burkina Faso, peuvent se passer d'aide militaire pour lutter contre le terrorisme? C'est ça la question de fond, Rasmané. Okay. Est-ce que tout seul, aujourd'hui, le Burkina peut lutter contre les terroristes? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, il faut faire très attention. Nous sommes en démocratie, le président du Faso, il est élu par la majorité. Mais dès lors qu'il est président, il est le président de tous les Burkinabés. Il a l'obligation de prendre les opinions de tous les Burkinabés. Alors, c'est vrai, il y a des opinions qui disent, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le gouvernement fait, attendez, dans 5 ans, il y aura élection, vous présentez avec un projet meilleur, et puis si vous êtes élu, eh bien, vous prenez le pouvoir pour mettre en œuvre votre programme. Mais en attendant, les Burkinabés meurent. En attendant là, c'est des Burkinabés qu'on tue chaque jour. Nous avons des frères qui meurent chaque jour. Vous pensez qu'on va se taire, s'asseoir, attendre que les 5 ans arrivent, qu'on compte les morts, c'est 2020. Pour revenir effectivement, pour venir se présenter, pour être candidat, pour venir poser les vrais problèmes. Non, en démocratie là, les rôles sont partagés. Les politiciens, ils font la politique pour conquérir le pouvoir. La société civile joue un rôle de contre-pouvoir et de contrôle de l'action gouvernementale. Et quand ça ne va pas, on tire la sonnette d'alarme. Notre pays est dans le gouffre aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens dans ce pays qui ont joué le jeu de la métropole, qui ont passé toute leur vie effectivement à défendre que le Burkina ne peut pas vivre sans la France. Et c'est justement ce que nous payons aujourd'hui. Si après 60 ans d'indépendance, nous n'avons pas pu construire une armée à même de nous défendre, le doyen dit tout de suite qu'on a arrêté même de former les pilotes. Pourquoi? On nous dit, même si on nous envoie du matériel, il faut bien trouver des moyens, mais il faut bien commencer par quelque part. Il faut bien, si depuis toutes ces années, les diplomates, j'ai fini parce que c'est très important de le rappeler, si depuis toutes ces années, les diplomates, les responsables, les hauts fonctionnaires de l'État avaient accepté de rejoindre la société civile et dire la vérité à nos gouvernants, peut-être qu'aujourd'hui on aurait réglé le problème il y a longtemps. Des pays sont à mesure de se défendre. Pour vous, le Burkina seul peut se défendre contre les terroristes. Et qui ont moins de richesses que le Burkina Faso. Je suis d'accord pour la coopération, mais la coopération doit se faire gagnant-gagnant. Parce qu'en réalité, quand on nous présente la France comme ceux-là qui ont tous les moyens et le Burkina comme celui qui n'a rien, dans une coopération, chacun part pour gagner quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas moi je le dis, le président français avait dit quoi? La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts à défendre. Et quand la France vient dans notre pays, la France vient pour défendre ses intérêts. Nous devrons mettre la pression pour que ceux qui nous dirigent, quand ils vont dans les accords, qu'ils pensent aux intérêts des Burkinabés. C'est ce qui est important. Cette pression-là, vous la mettez régulièrement. Malheureusement. Je parlais de la situation. Voilà. Ça fait qu'il y a une pression qui pousse depuis le bas sur les dirigeants africains. Et ça devient complètement intenable. On va écouter. On va revenir. On va écouter le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, qui revient justement sur cette demande des Burkinabés, des populations africaines, qui demandent que les forces françaises partent. Pour lui, ce n'est pas normal. On va l'écouter. Voilà, on a un problème de son. Le ministre Alpha Bari qui disait qu'en demandant aux soldats français de quitter le sol burkinabé, les organisations de la société civile faisaient un peu le jeu des terroristes parce que les terroristes aussi demandent aux Français de partir pour pouvoir envahir les pays africains. C'était ses propos. Oui, il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas faire d'amalgame. La question des luttes anti-impérialistes n'ont pas commencé cette année en 2019. Quand vous prenez les journées anti-impérialistes qui ont été organisées cette année, j'étais à la 4e édition. Ça veut dire que cette question est posée
avant même que le Burkina ne soit un champ de bataille pour les terroristes. Mais ce qui est paradoxal là, c'est que avant où il n'y avait pas de base chez nous là, on était moins attaqués. Ils préfèrent le terme stationné. Avant où les soldats français ne stationnaient pas au Burkina, le Burkina était en sécurité, on était moins attaqués. Mais depuis qu'eux, ils sont installés, nous sommes attaqués. Ils sillonnent le pays. Au Mali, on a plus de 4000 soldats français installés au Mali, mais le Mali est toujours attaqué. C'est important de le dire aujourd'hui pour dire que quand on dit que ceux qui demandent le départ des forces armées étrangères de nos sols font le jeu des terroristes, c'est totalement faux. Et c'est assez grave quand une autorité de l'État le dit ainsi. Parce que quand les gens demandent le départ des forces armées de nos sols, ils font en même temps des propositions. La même plateforme où on demande le départ des forces armées, là, la même plateforme demande l'équipement de nos forces de l'ordre. Une fois de plus, je rappelle, je ne suis pas de l'état-major de l'armée, mais nous sommes sur le terrain. L'état-major de l'armée commande des troupes qui sont au sol, qui sont sur le terrain, dont nous côtoyons tous les jours. Vous parlez tous on les sait jours. ce qu'ils disent. Monsieur Ouedraogo, on tire vers la fin du débat. On est presque dans les dernières minutes, donc on va conclure. Alors d'abord, je pense quand même qu'il faut rétablir la vérité. Quand on nous dit que quand il n'y avait pas de troupes françaises, on était en sécurité, j'ai envie de répondre que quand il n'y avait pas de troupes françaises, la Libye n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Qui a créé la situation en Libye? C'est bien la France. Oui, mais c'est bien la France qui a créé la situation en Libye. Il faut que la France s'assume. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dire que quand il n'y avait pas de troupes françaises, on était en sécurité, c'est omettre de dire qu'à cette époque-là, la Libye n'est pas la Libye d'aujourd'hui. Le problème est venu, comme tout le monde le reconnaît, à partir du moment où nous nous retrouvons dans une situation qui résulte effectivement de l'intervention, pas uniquement française d'ailleurs, je ferai remarquer, l'intervention occidentale en Libye, menée par la France et la Grande-Bretagne. Voilà. Et la Grande-Bretagne qu'on oublie de citer au passage. Le projet a été conduit par la France à l'ONU. Oui, mais c'est important de le dire. Oui, mais l'ONU c'est qui? L'ONU c'est qui? L'ONU c'est vous, l'ONU c'est nous. Oui, je crois que vous avez dit qu'il y a des gens qui ont des droits de veto à l'ONU. Vous avez cité 5, vous avez dit qu'il y en a 5 qui ont le droit de veto, dont elle dit qu'il préfère un débat bilatéral. Vous n'avez pas expliqué pourquoi les États-Unis ne veulent pas que la question se gère dans le cadre de l'ONU. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, c'est une question que je connais également très bien. J'ai été pendant 4 ans membre d'un comité d'experts qui s'appelle le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires. Quand vous intervenez sous chapitre 7 de la charte, toutes les dépenses sont imputables à tous les États membres en fonction de leur quote-part du budget. Les États-Unis se trouvent être le plus gros contributeur. Donc les Américains estiment, et ça c'est leur point de vue, qu'à partir du moment où ils sont dans une affaire où ils contestent même le processus actuel du multilatéralisme, ils ne veulent pas payer parce que Français, Anglais, Russes, Chinois ont dit on s'en va et puis nous sommes ceux qui payons le plus. Tant qu'à payer ces montants-là, on préfère le faire en bilatéral. C'est ça l'explication. Mais pourquoi on n'accepte pas ce bilatéralisme? Qui n'accepte pas? C'est un débat. Le débat sur la présence des forces françaises dans la région du G5 Sahel et la présence même des Français en Afrique de l'Ouest commence à monter. On entend beaucoup de personnes parler et c'est un débat qui est long. On va revenir sur ce débat en d'autres occasions. Merci d'être venu sur le plateau. Et cette situation parle de la sécurité. Il pose le problème de la sécurité dans nos États. Et le problème de la sécurité, il est important parce qu'il faut la sécurité pour qu'il y ait le développement, pour que les secteurs comme l'éducation et la santé puissent être bien fournis. Et justement, nous allons terminer avec cet élément de santé. Il s'agit de l'ONG italienne Progetto Mundo qui a décidé de renforcer la lutte contre le paludisme au Burkina. On regarde. La lutte contre le paludisme se renforce et s'améliore avec les avantages qu'offrent les techniques de l'information et de la communication. L'ONG italienne Progetto Mundo, déjà active sur le terrain à travers l'appui au réseau d'organisations de base communautaire OPC, innove dans les moyens de prévention et de lutte contre le paludisme par le lancement de la plateforme télématique OBC Paludisme.
un nouvel outil d'information et de communication mis à la disposition de 288 OPC afin de rendre efficientes leurs actions sur le terrain. Donc la plateforme doit servir d'abord à fournir des informations à jour à ces acteurs qui font des activités de sensibilisation au niveau communautaire. Donc ça va leur permettre aussi d'échanger des informations entre elles, de donner plus de visibilité à leurs interventions, parce qu'ils pourront par exemple mettre des vidéos sur leurs bonnes pratiques au niveau des villages, parce qu'ils sont partout, dans tous les villages de Burkina, ils interviennent. Voilà. Et ils vont pouvoir donc poser des questions qui les préoccupent dans leur cadre de leur travail. Et les opérateurs vont pouvoir avoir accès donc, à un soutien à distance à travers cette plateforme pour pouvoir donc rester performants dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités. Donc pour la population, le gain, c'est d'avoir mieux accès à des informations de qualité. Si vous n'êtes pas bien informé, vous ne pouvez pas changer de comportement. Donc le changement de comportement commence d'abord par l'accès à une information de qualité pour vous permettre de changer de comportement. La plateforme lancée ce 28 novembre est accueillie avec enthousiasme par les différentes OBC qui mesurent déjà l'instantanéité et l'interaction que va favoriser cet outil de communication. Souvent, pour une question, il faut que l'OBC cherche, il faut trouver appeler le partenaire, tout. Par contre, il suffit de taper, tu poses la question sur la plateforme et tu as la réponse directement. C'est le sujet que tu peux lancer pour susciter le débat entre OBC dans la plateforme. Je crois que c'est vraiment un exemple papable. Pour sa vulgarisation, l'ONG Progetto Mondo et ses partenaires comptent familiariser les acteurs de lutte à l'utilisation de cette plateforme. Tous les acteurs vont se retrouver et ensuite je pense qu'il y a une appropriation même de ce dispositif qui s'avère vraiment très important. Aujourd'hui on ne peut pas faire l'économie de ces technologies d'information et de la communication qui sont un outil important d'échange, je l'avais dit, mais aussi qui vont permettre à ceux qui sont dans les milieux très très reculés, où les déplacements sont souvent difficiles, d'avoir la même information et éventuellement de mutualiser donc leur connaissance. La plateforme télématique OBC Paludisme a été conçue et développée par l'ONG Progetto Mondo et des partenaires italiens en collaboration avec le ministère burkinabé de la Santé. Voilà, et c'est ici que prend fin le 7 Info de ce 8 décembre. Merci de l'avoir suivi. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour le journal. Merci de votre fidélité.